L'objectif de la rééducation dans le cadre d'un névrome est de traiter la douleur ainsi que de favoriser la réintégration fonctionnelle. Ceci passe par des techniques antalgiques, un apprentissage de la gestion de la douleur ainsi que la mobilisation précoce. La douleur inhérente au névrome est systématisée par sa topographie sur le site lésionnel et périlésionnel, sa projection à distance, son mode aigu ou chronique. Il est fondamental de la différencier des douleurs associées, car la douleur du névrome, suivant le contexte, peut s'accompagner de douleurs concernant le tissu cutané et sous-cutané, les systèmes ostéo-articulaires, musculaires et vasculaires. Chaque douleur doit donc être repérée et analysée, qu'elle soit superficielle ou profonde, selon quelle structure elle affecte, afin que le traitement soit adapté et complet. Pour parfaire l'anamnèse, nous posons donc les questions fondamentales. Où, quand, comment, pourquoi? Le bilan décrit de la douleur sa localisation, son trajet, son mode de déclenchement, son type, son intensité, sa périodicité, sa durée, ainsi que son retentissement fonctionnel et émotionnel. La douleur du névrome est une expérience sensorielle correspondant à un état physiopathologique dont nous allons aborder dans un premier temps les stratégies de traitement physique. Puis nous aborderons ses composantes affectives, émotionnelles et cognitives intriquées qui en complexifient l'approche et nécessitent une prise en compte conjointe, ce qui conditionne le résultat. Les techniques de traitement rééducatif dans le cadre du névrome passent par le massage, la physiothérapie, ainsi que des conseils prodigués aux patients. La désensitisation s'applique à l'hyperesthésie cutanée, sensation désagréable au frottement, qui est toujours associée à la douleur névromateuse. L'hyperesthésie est mise en évidence par le test d'effleurage et confirmée par le bilan sensitif qui définit le stade de récupération. La chronologie de réafférentation explique l'apparition précoce de l'hyperesthésie, car la réafférentation des terminaisons libres, capteurs de la sensation cutanée douloureuse, est la première à réapparaître en même temps que celle des thermorécepteurs, avant celle des récepteurs du tact mobile et ensuite fixe. Les monofilaments, dont la densité varie entre 0,3 et 50 grammes, sont à l'origine destinés à calibrer le seuil de perception sensitive. Ils peuvent être utilisés pour l'appréciation du seuil nociceptif superficiel et confirmer l'hyperesthésie. Mais pour calibrer la douleur sous-cutanée plus profonde, nous utilisons un algomètre gradué étalonné de 30 à 300 grammes. Ce type de douleur est en lien avec le phénomène inflammatoire et la présence dans les tissus de substances chimiques telles que l'histamine. La désensitisation est le traitement de choix de l'hyperesthésie cutanée proposé par Dellon en 1974 comme première étape indispensable à la rééducation sensitive. Cette technique a pour principe de créer, par frottage ou brassage de texture, un stimulus superficiel, désagréable, supportable, qui génère un phénomène de masquage du ressenti douloureux superficiel. Des séquences de 3 à 5 minutes suivant l'étendue de la zone sont conseillées à raison de 5 à 6 fois par jour. Le matériau utilisé est revu en fonction des progrès. Le patient, éduqué à cette stratégie simple, vérifie que sa douleur de surface s'atténue peu à peu et qu'elle devient distincte de la douleur profonde. Si cette étape fondamentale est occultée, le cerveau engramme une mémoire de tact désagréable, ce qui génère le phénomène de douleur anticipatoire, ainsi qu'une confusion quant à l'origine de celle-ci. S'ensuit une incapacité au toucher, une intensification de l'impotence par phénomène neurocentral d'exclusion. Le massage tissulaire vise à drainer, redonner souplesse aux diverses structures. Il s'adresse au contexte d'épaississement du tissu sous-cutané
aux tensions aponevrotiques, aux douleurs tendineuses et musculaires conjointes objectivées par la palpation. Le massage doit être dosé et adapté au ressenti du patient. Il est accompagné d'un discours rassurant et d'explication des objectifs. Dans le contexte de rééducation du névrome, nous observerons tous les phénomènes cicatriciels associés, dont parfois l'œdème réactionnel au traumatisme, source de douleur et de raideur. Le drainage lymphatique permet l'évacuation de l'œdème et le drainage des toxines. Il est enseigné aux patients à des fins antalgiques mais également de réappropriation de son membre lésé. L'effet sédatif constaté lui donne rapidement confiance et l'encourage à persévérer. Le massage par pression rythmée permet la réinformation tissulaire. Des pressions glissées lentes, le long et en travers du trajet nerveux favorisent le glissement des plans profonds. Pratiquées de façon infradouloureuse, expliquées aux patients, ces techniques lui sont également enseignées. La compréhension du phénomène douloureux ainsi que l'encouragement à s'automobiliser favorise la démystification de cette douleur parfois obnubilante. Nous recommandons le dépressomassage pour son action drainante. La force d'aspiration est dosée, la taille des buses adaptée, la durée du massage varie de 3 à 5 minutes selon les réactions cutanées de coloration. Le massage provoque une légère coloration immédiatement régressive ainsi qu'une sensation désagréable supportable, devenant peu à peu agréable. Ce traitement n'est pas auto-administré, mais effectué et contrôlé par le praticien, car présentant des risques de surdosage. Les mobilisations nerveuses sont utilisées d'abord comme test diagnostique. La mise en étirement passif du nerf confirme le site de la douleur gâchette déterminé à la palpation. Puis elles permettent de mobiliser le tissu nerveux de façon progressive afin d'améliorer ses capacités de glissement, luttant contre d'éventuelles adhérences et la perte d'élasticité. Elles sont effectuées de façon activo-passive, lente et douce, et également enseignées aux patients. La physiothérapie, adaptée au traitement du névrome, est proposée à titre antalgique et de soutien à la cicatrisation. La neurostimulation transcutanée est un traitement adapté à la douleur du nerf lésé et des tissus qui l'entourent. Les impulsions sont de courte durée, entre 0,1 et 0,3 millisecondes, pour stimuler les fibres nerveuses de conduction rapide, tout en épargnant les fibres nociceptives de conduction lente. Les basses fréquences de 2 à 6 Hz agissent par libération d'endorphines. La fréquence antalgique répondant au Gate Control System est échelonnée de 2 à 110 Hz. Afin d'éviter l'échec de la technique par phénomène d'accoutumance, nous faisons le choix de la modulation de fréquence permettant un balayage rythmique automatique. L'intensité est adaptée à une sensation supportable. Les électrodes sont placées sur le trajet du nerf. En fonction des résultats obtenus, le réglage de fréquence est revu et adapté. Les champs magnétiques biopulsés sont peu connus. Ils agissent par principe de réinformation cellulaire, potentialisant la capacité de la cellule à s'auto-guérir. Par normalisation, ils accélèrent la cicatrisation et atténuent la douleur neuropathique. Concernant la stimulation vibratoire transcutanée, il a été démontré qu'un effet antalgique superficiel et profond est obtenu par l'application d'une vibration moyenne de 120 Hz pour une intensité de 3 volts. Il a été démontré également que la stimulation vibratoire favorise une dégénérescence valérienne rapide et complète qui place la gaine axonale dans les meilleures conditions de remyélinisation par les cellules de Schwann, donc de repousse de l'axone. Le patient dirige lui-même la sonde le long du trajet douloureux. Démarrant en fréquence haute, confortable et intensité basse, il supporte peu à peu un stimulus plus intense. Ceci l'encourage à réguler les paramètres d'abaissement de la fréquence
et l'augmentation de l'intensité pour maintenir une sensation supportable qui mène peu à peu à la diminution de la douleur. Divers types de stimulateurs existaient permettant une plage de fréquence variable de 100 à 400 Hz ainsi que des paramètres de réglage d'amplitude. Leur fabrication a malheureusement été interrompue, mais il est possible d'obtenir des résultats satisfaisants avec de petits appareils dont la fréquence est modulable de 100 à 120 Hz. Le patient est éduqué à débuter la séance en posant la sonde si nécessaire à légère distance du névrome, la rapprochant peu à peu jusqu'à supporter la vibration sur le site douloureux. Il est fondamental de lui laisser le temps d'intégrer la sensation et de le rassurer, afin de l'aider à dépasser ses peurs et constater sa progression. Les orthèses statiques ont un rôle antalgique au niveau musculo-squelettique. Elles peuvent soulager certaines douleurs neuropathiques par la mise en détente du nerf. Dans l'exemple du syndrome du canal carpien, l'orthèse place le nerf médian en décharge par ouverture du canal. La formation de tissu cicatriciel dans l'épinèvre et la transformation du tissu cicatriciel par les myofibroblastes constituent le névrome. Il existe de ce fait une composante rétractile du tissu périneuronal que nous prenons en considération de la même manière que toute lésion sous-cutanée et cutanée. Le traitement compressif par bandage ou l'adjonction de mousse ou silicone sous orthèse permettent un recul de l'œdème, une normalisation de la microvascularisation, jugulent la douleur des cicatrices hypertrophiques, diminuent leur effet rétractile, source d'entrappement du nerf. Toutes les stratégies de traitement énumérées dans le cadre du névrome sont centrées sur l'atténuation de la douleur. Elles passent par le massage, la physiothérapie, la mise au repos intermittent. Il est fondamental d'ajouter à ces moyens thérapeutiques la remise précoce en mouvement, tant pour sa valeur cicatricielle que pour son intérêt à minimiser les risques d'exclusion et les conséquences psycho-émotionnelles. La stimulation électrique fonctionnelle permet une remise en confiance du patient dans sa capacité motrice, car elle adjoint l'effet antalgique à la facilitation du mouvement par effet feedback. La douleur vive du névrome engendre une sidération qui peut rapidement conduire au phénomène d'exclusion du segment douloureux. Les exercices proposés se font en neutralisation au plateau canadien afin d'être sélectifs, orientés en fonction du déficit afin de réconcilier proprioception et fonction. La mobilisation active en dessous de la douleur est enseignée au patient afin de lui permettre la conservation de l'image motrice. Dans le cas de douleur au contact qui compromet la fonction, nous proposons une adaptation transitoire protectrice de l'hyperesthésie. Par couverture de la zone à l'aide d'une texture ou d'un matériau, de façon intermittente en dehors des temps de traitement local et de repos, le geste est rendu possible. Le patient est sensibilisé à la nécessité de se réconcilier avec sa zone douloureuse. Pour cela, il est éduqué à comprendre et participer. Il effectue quotidiennement des exercices d'automassage dosés en cours de séance. La consigne est de respecter le seuil de tolérance, mais d'accepter un niveau de douleur lui permettant peu à peu de progresser. La douleur reculant régulièrement, ceci l'encourage à persévérer. La participation du patient à son traitement est favorisée par le fait qu'il est respecté dans sa douleur et la peur anticipatoire de celle-ci. L'exclusion est un phénomène réflexe d'origine neurocentrale de protection fréquente en présence d'un névrome. Elle est liée à l'intensité de la douleur, sa soudaineté, qui font frein au mouvement. Compte tenu de la plasticité cérébrale, ceci génère rapidement un phénomène de réorganisation de l'aire correspondante et une déprogrammation des automatismes de préhension. Il a été mis en évidence que l'illusion visuelle du mouvement stimule l'aire cérébrale motrice primaire
précurseur du mouvement, et que le mouvement a une action visible à l'IRM sur les centres de la douleur. Ceci corrobore l'importance du mouvement dans l'allègement de la douleur. Ici prend place la thérapie miroir pour son intérêt antalgique et de réentraînement moteur. Mais il arrive que malgré toute l'attention qui lui est accordée, toutes les stratégies thérapeutiques proposées, le patient atteint de névrome soit encore souffrant et se sente incompris. Le regard du patient, analytique et méticuleux, doit alors être également systémique. L'Association internationale pour l'étude de la douleur reconnaît que les centres cérébraux de la douleur sont étroitement liés aux centres des émotions. Les noyaux gris centraux sont au cœur de la coordination sensitivo-motrice, leur fonctionnement est complexe et étroitement imbriqué. Le thalamus, par exemple, coordonne les propriétés de perception, il est en lien avec l'amygdale qui décode les émotions et entre autres avec l'hippocampe qui stocke les souvenirs. Lors d'un choc, le thalamus alerte en chaîne le cortex préfrontal, les amygdales, le tronc cérébral, zone d'activation des réflexes neurovégétatifs de survie. Mais la mémoire archaïque les ayant programmés lors d'expériences antérieures, il se peut que ces réflexes soient inadaptés à la réalité. Ceci se retrouve dans les réactions pathologiques dues au stress post-traumatique ainsi que lors des phénomènes douloureux chroniques. De nombreux auteurs ont décrit une correspondance entre stress émotionnel et programmation des symptômes. La perception d'un même événement est variable selon chaque individu en fonction de sa propre carte du monde, de ses expériences du passé, de son héritage culturel, qui élabore ses croyances et interprétations, donne une symbolique à l'événement et régule les automatismes de son cerveau. Par tout ceci, nous comprenons que le problème actuel puisse réaviver les circuits anciens d'un ou plusieurs souvenirs de même tonalité engrammés dans l'inconscient. Ceci parasite le langage du corps et limite l'accès aux ressources d'auto-guérison de l'individu. L'hypnose et la méditation, de plus en plus reconnues, permettent de faire le lien entre douleur et émotion. Notre cerveau gauche est logique, il contrôle et guide. Notre cerveau droit est une ressource immense de créativité, d'intuition, et c'est en lui que se trouve notre potentiel de solution. La mise en état élargi de conscience permet au patient d'avoir accès à ses propres ressources, lui permettant résolution, ouverture au changement. L'hypnose conversationnelle est une technique que nous pratiquons tous sans le savoir. L'induction de l'information par le poids de nos mots nous engage à une parole impeccable, car le discours du thérapeute peut être aussi bénéfique que toxique. Concernant l'entraînement à gérer sa douleur, il s'agit d'induire le patient à accepter une sensation légèrement désagréable et de la considérer comme acceptable afin de progresser en l'intégrant au mouvement. L'EMDR est une méthode de reprogrammation des automatismes neurocentraux perturbés à la suite d'un choc, fort utile lorsque le patient demeure bloqué dans son évolution. Par le biais du mouvement oculomoteur, s'effectue une réorganisation des circuits cérébraux à partir d'une cible corrélée au traumatisme ou au blocage qui efface radicalement la réaction inadaptée génératrice de souffrance. La méthode TIPI ou technique d'identification des peurs inconscientes est une autre approche donnant sens aux symptômes. Le principe en est que la somatisation est un message indicateur du ressenti. Partant de la douleur et la laissant monter à son paroxysme en y portant entière attention au lieu de la refouler, le patient est incité à accueillir l'émotion qui y est associée. Tel patient ressent ainsi que sa douleur neuropathique est exacerbée par sa colère et s'atténue lorsqu'il parvient à reconnaître celle-ci. Tel autre qu'elle touche à sa peur ou sa rancœur.
Le neurofeedback dynamique est une stratégie thérapeutique fondée sur le principe d'un entraînement du cerveau et de l'optimisation de ses capacités de neuroplasticité. Le traitement de la douleur neuropathique est basé sur l'analyse des dysfonctionnements neurovégétatifs ainsi que des difficultés émotionnelles du patient qui légitimisent le choix de l'emplacement des capteurs. Ainsi, au fur et à mesure des séances, sous l'effet des feedbacks, s'effectue un travail de réinformation régulateur. Le traitement rééducatif du névrome doit être analytique et rigoureux, tenir compte de la chronologie de réafférentation des nerfs, observer que la douleur neuropathique peut se doubler d'autres douleurs. Il doit aussi être systémique, tenir compte de l'être dans sa globalité et encourager au plus tôt le mouvement. La Société française d'études et traitement de la douleur recommande l'usage de la physiothérapie antalgique, des thérapies comportementales ainsi que l'introduction précoce de la mobilisation dans le protocole de rééducation. Elle préconise le dépassement de la sensation douleur de façon juste et dosée, dont le seuil est difficile à jauger, mais qui permet une réintégration fonctionnelle optimale. Nous veillerons à ce que nos propos envers le patient soient positifs et encourageants afin qu'ils concourent à une projection vers l'objectif de soulagement, la futurisation de guérison.